Bienvenue sur le podcast dans ce nouvel épisode de notre série un petit peu sur les pathologies qu'on a commencé. Je crois qu'on avait fait quoi? On avait fait quadricipital Tendinopathie d'Achille. et Achille. Ouais, on aime bien les tendinopathies, hein. Ouais, peut-être qu'on fasse autre chose à un moment. Mais là, ouais, du coup, on va faire la tendinopathie patellaire. On fait pendylotibial aussi. Ah, on a fait le syndrome de l'avant tibial, c'est vrai aussi. Putain, on en fait des choses. On fait beaucoup de trucs autour du genou. Il faudra qu'on regarde un petit peu après. Mais aujourd'hui, on va parler de la tendinopathie patellaire, donc qui du coup ça correspond évidemment au tendon patellaire, hein, qui est dans la continuité du tendon quadricipital au niveau du genou. Donc on va peut-être passer un petit peu rapidement sur les aspects théoriques qui vont peut-être se répéter par rapport à l'épisode sur la quadricipitale. Donc si tu ne l'as pas écouté, n'hésite pas à aller voir. On mettra le lien, mais pour aller check tout ça. Parce que c'est un petit peu, c'est évidemment c'est différent la tendinopathie patellaire, mais ça ressemble quand même. On va suivre le même plan que d'habitude, donc on va commencer déjà par définir un petit peu. Tendinopathie patellaire, c'est une atteinte du tendon, hein, dégénérative ou non, au niveau du tendon patellaire, donc qui correspond au tendon qui relie pour le coup, de manière indirecte, le quadriceps, mais la patella, la rotule, jusqu'à la tubérosité antérieure du tibia. Et donc on a des douleurs, une atteinte dégénérative. Ou pas forcément, ça peut être inflammatoire, ça peut être. On en reparlera un peu, mais par rapport au, au modèle du tendon là, avec les différents stades. Ça correspond à quoi? C'est une douleur qui est vraiment centrée. Je crois que moi je l'ai eu à un moment, mais c'est vraiment la partie basse Hmm. de la patella, genre vraiment l'insertion Puis à la palpation, ça se sent. à la palpation. Tu sens tout de suite, t'as vraiment genre juste une pointe pile à cet endroit-là. Donc c'est pas. Après, des fois, ça peut être vraiment dans le corps, Ça là. peut être dans le corps du tendon aussi, mais justement par rapport à ça, déjà si on faisait un petit point, enfin je dirais un petit point anatomique vite fait, mais vu qu'on avait fait la tendinopathie quadricipitale, le tendon patellaire on le distingue, mais en soi il y a des fibres qui sont communes, c'est dans la continuité, c'est un peu le même tendon au final. Le tendon patellaire, il y a des fois on l'appelle le ligament patellaire parce que vu qu'il relie la patella au tibia, ça relie deux os entre eux. Donc, un tissu conjonctif qui relie deux os entre eux, on appelle ça un ligament, alors qu'un tendon, ça relie un muscle à un os. Mais c'est parce que je pense que la distinction, ça va être les fibres antérieures ou les fibres postérieures. Les fibres antérieures, qui sont plus vers l'avant pour le coup, sont dans la continuité du tendon quadricipital, alors qu'il y a des fibres postérieures qui, elles, s'insèrent sur la patella. Et a priori, ce serait elle qui aurait tendance à dégénérer et en tout cas, à créer la douleur qu'on ressent sur les tendinopathies patellaires. Donc ouais, c'est centré au pôle inférieur. Après, comme tu dis, c'est comme toutes les tendinopathies, on fait référence, hein, on avait fait un podcast là-dessus. Si jamais, pareil, tu l'as pas vu, que ça t'intéresse, un podcast un peu plus général sur les tendinopathies qu'on avait fait, n'hésite pas à le regarder parce que ça fait référence un petit peu à tout ça. Nous, on passe dessus comme si tu savais, bien sûr. Mais ouais, ça peut être une tendinopathie d'insertion ou mid-tendon, enfin, comme Au ça qu'on dit, milieu ouais, du tendon, ouais. au milieu du tendon dans le corps. Donc à chaque fois, toutes les tendinopathies, c'est un petit peu comme ça. Ça touche soit le corps du tendon, soit l'insertion sur l'os, dans ce qu'on appelle l'anthèse. C'est pour ça qu'on verra aussi le terme d'anthésite ou d'anthésopathie. Orthopathie. Je préfère anthésopathie encore une fois parce qu'anthésite c'est inflammatoire alors que c'est pas forcément inflammatoire. Mais du coup voilà, donc après généralement c'est quand même vraiment centré, genre c'est moins, ça peut être sur le corps du tendon, mais souvent c'est quand même sur le bord inférieur de la patella, tu vois, la tendinopathie patellaire. Après il y a aussi la distinction, je la fais tout de suite je pense, mais la distinction avec le, Fat pad. non tu sais le syndrome de Schlatter Ouais, ok. qui touche j'allais dire les enfants, mais les adolescents, enfin quand tu es en Hmm. croissance, et que tu as aussi pareil une sursollicitation de l'appareil extenseur au niveau des quads. Mais là, pour le coup, ça ressemble vraiment à une tendinopathie d'insertion, mais pour le coup, le Osgood-Schlatter, c'est différent, c'est sur la tubérosité tibiale antérieure. Donc en fait, moi je vois ça, je sais pas si on mettra un schéma, je pense pas, mais je vois vraiment, tu vois, il y a le tendon, je vois la patella au-dessus, l'insertion sur la patella, le corps du tendon et l'insertion sur Ouais. le tibia. En vrai,
la douleur, elle peut être... Enfin, tendinopathie patellaire, ça correspond plus au mid-tendon ou l'insertion sur la patella. Au sgutschlatter, mais ça existe. Je sais que tu as même des adultes qui ont la douleur à l'insertion sur le tibia et que des fois, tu as une excroissance osseuse qui se forme par ossification du tendon. Ouais. Mais bon, ça, c'est vrai que ça touche surtout quand même les ados au sgutschlatter. Mais ça ressemble vraiment à une tendinopathie d'insertion pareil. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, l'impact de la charge sur le tendon, on a marqué, notamment dans les activités sollicitant les sauts et décélération tibiale. Ça, c'est toi qui l'as noté, je le sais. Vas-y, dis-nous un petit Ouais. peu. Non, mais ça, c'était pour faire un petit peu le parallèle par rapport à la tendinopathie quadricipitale. On avait vu que c'était quand même assez provocatif sur tout ce qui était flexion de genou. Et au final, tout ce qui est du coup pattern assez vertical. Donc tout ce qui va où tu vas vraiment descendre en flexion, par exemple en squat complet, etc. Des trucs comme ça. Où vraiment du coup tu vas avoir une compression du tendon quadricipital, où il va être en position d'étirement. Alors qu'à l'inverse, sur la tendinopathie patellaire, ça va plutôt être provocatif sur le vecteur horizontal. Donc tout ce qui va être des sauts horizontaux, par exemple en volley, ils en ont plusieurs. Enfin, ils ont très souvent ils sont plus sujets, on va dire, à la tendinopathie patellaire. Et c'est parce qu'ils ont énormément d'efforts avec des forces de braquage, c'est-à-dire qu'il y a une transition entre le vecteur horizontal et De vertical. braquage, de Ouais, breaking. ouais, c'est Ouais, ça, avec de beaucoup on peut le freinage. voir même quand ils sortent, enfin quand ils servent, pardon, il y a vraiment une capacité à décélérer rapidement le tibia, Oui. puisqu'on va mettre le talon au sol, puis après le tibia va passer, enfin on va faire une translation du coup, ce qu'on appelle tibial, et après on va aller sur le vecteur vertical. Et cette transition-là, elle est hyper contraignante pour le tendon patellaire. Donc ça va être énormément lié à tout ce qui va être horizontal. Et déjà d'emblée, ça donne une direction sur la réhabilitation parce que tu sais que ce qui va être le plus provocatif, ça va probablement être tout ce qui va être horizontal et pas forcément vertical. Et du coup, Après, du coup, c'est pas purement vertical. Enfin, c'est pas un saut purement vertical ou c'est pas un saut ou c'est pas vraiment une forme de pliométrie, mais purement horizontale. C'est un peu enfin, la c'est transition. la transition de l'horizontalité vers la verticalité. Ouais, Non? et Parce que encore, moi, par exemple, quand ouais, je pense au volet, enfin, tu t'avances un petit peu horizontalement vers ouais. enfin, généralement vers le filet, quoi. Là où tu vas aller shooter la balle. Et tu prends de la hauteur, mais t'es Hmm. pas juste à sauter sur place. Donc, bon, après, le cours est quand même assez petit, mais Ouais, ouais. Alors après, c'est le type de mouvement provocatif, mais je pense que même sur de l'horizontal, si tu prends par exemple du triple saut, où tu vas avoir ouais, c'est violent. un single leg hop sur une jambe, tu vas rester sur le vecteur horizontal, mais ça va être ultra contraignant. Ça va être super contraignant pour le tendon patellaire. Et même, par exemple, en trail, en descente, tu vas aussi avoir une horizontalité. Alors oui, tu vas descendre, donc c'est pas exactement le même vecteur, mais du coup, tu vas toujours avoir de la translation tibiale et ça va être l'appareil extenseur qui va ralentir à chaque fois ça. Et le tendon patellaire, il est hyper contraint par ça. Ah Donc bah ça, c'est violent, hein. ouais, il va y avoir une notion quand même d'horizontalité plus que sur la tendinopathie quadricipitale. Euh, Après, moi, je pense que la différence principale qu'il peut y avoir entre la quadricipitale et la patellaire, oui, tu l'as dit, au niveau de la biomécanique, il y a l'horizontalité versus la mm, verticalité, avec là, dans le plan horizontal, les forces de freinage en excentrique sur la translation tibiale et tout ça. Mais il y a aussi les angulations, où pour le coup, comme tu disais, sur quadricipital, plutôt ce qui va être à grande amplitude de flexion de genou, avec de la compression du tendon contre le fémur, euh, puis même au niveau fémoro-patellaire d'ailleurs. mm. Alors que là, sur la patellaire, c'est plutôt sur des angulations de flexion de genou plus faibles. Donc là, on est entre 0 et généralement 60 degrés peut-être de flexion de genou. Donc tu es vraiment plus en superficiel. Donc c'est vrai que cela, ça nous fait anticiper un petit peu sur l'épidémio, mais ça touche beaucoup les sports où, comme tu dis, le, potentiellement le trail avec la course en descente, où au final, tu as grosse compression, grosse contrainte sur le tendon, mais pas non plus à des angulations en descente de flexion de genou qui sont importantes. Tout ce qui va être volet, le saut, Ouais, les sauts avec peu de flexion de genou, tout ce qui est
évidemment, foot, basket aussi, Ouais. ces En fait, je choses-là. je pense qu'il y a un truc à retenir, c'est que c'est. Enfin, sur le trail, j'ai déjà vu des tendinopathies patellaires. Après, je sais pas si spécifiquement sur l'épidémie, on a vraiment beaucoup de littérature là-dessus. Par contre, je suis pas sûr qu'on en retrouve énormément sur, par exemple, la course à pied qui est extrêmement linéaire. Je pense que en fait, les intensités restent, en tout cas, sous-maximales par rapport à ce que le tendon patellaire peut vraiment tolérer. Mais sur toutes les activités où vraiment on a des décélérations, des grosses décélérations, ou alors on a vraiment le passage entre l'horizontal et le vertical, donc ça va être Ouais. le basket, ça va être le volley, ça va être aussi le foot, où on va devoir vraiment décélérer rapidement, par exemple un sprint. Euh, Changement de direction, ouais. ouais, parce que je pense que pour le tendon patellaire, en fait, c'est plutôt la décélération que l'accélération qui est provocative. Et pour toutes ces activités-là, on peut avoir plutôt des tendinopathies patellaires, même si en course à pied, c'est possible d'en avoir, hein, mais c'est quand même probablement un petit peu plus rare. Moins que le trail et le. Bah, le trail, ouais, par contre, il y a plein d'athlètes qui ont des, tu sais, les kinesiotapes sur, sur Après, peut-être les qu'ils tendons ont. patellaires. Moi, je sais pas, j'ai pas la littérature spécifique sur l'épidémio du. Même en trail, je sais pas, il doit y avoir une littérature, genre en gros les blessures en trail ou Moi, je quoi. pense quand même, ça c'est. Je pense qu'il doit forcément y avoir ça. Mais j'ai pas les données, peut-être qu'il y en a qui sauront, mais j'aurais tendance à plus parier que en trail, c'est plutôt plus des syndromes fémoro-patellaires que des choses comme ça Ouais. de la tendinopathie patellaire en vrai. Si seulement c'était facile de vraiment bien distinguer les deux. Ah bah après bon après c'est pas forcément l'objet du podcast mais il y a quand même pas mal de différences entre la tendinopathie patellaire et le syndrome fémoro-patellaire. Ouais. On pourra faire un autre podcast là-dessus. Moi j'ai eu ça à l'époque, j'ai souffert d'un syndrome fémoro, un SFP. Syndrome rotulien, ça on appelle Ouais, aussi. surtout sur les symptômes et. Déjà la présentation, la douleur est pas pareille, hein. Ouais, Le syndrome fémoro-patellaire, t'as l'impression, on dit oui c'est une douleur rétro-patellaire ou péri-patellaire, t'as c'est l'impression en gros diffuse, ouais, c'est c'est diffus. tout ton genou à l'avant qui te fait mal en fait. Et puis bah, tout ce qui va être compression de la patella, de la rotule contre le fémur en dessous, l'articulation fémoro-patellaire pour le coup. Donc grosse décélération en descente et tout, ouais, ça te démonte. Puis un aspect plus peut-être bioméca à prendre en compte sur le fémur patellaire, alors que sur la Ah, tendine. on pourra en reparler, mais ouais, d'après la littérature, j'ai vu il y a plusieurs approches. En fait, Plusieurs écoles aussi. t'as des syndromes fémoro-patellaires rotuliens qui vont être liés à des problèmes de coordination intermusculaire. Enfin après, c'est jamais qu'un facteur. T'en as d'autres, ça va être purement de la capacité, des problématiques de mobilité, Cinématique, ouais, enfin. de bioméca. Enfin bref, il y a plusieurs causes en jeu, bien sûr, comme toujours. Mais la tendinopathie patellaire, ouais, c'est vraiment une douleur localisée, pôle inférieur généralement de la patella. Puis on Donc sent à la palpation. à la palpation, tu sens tout de suite il y a une zone sensible à cet endroit-là. Et les tests il y a un test, il y a un test provocatif là-dessus. Je sais, comme un single leg squat, mais genre sur un plan incliné. Tu Ah ouais, sais, un espèce de Spanish un peu, mais. non, tu sais, tu te mets avec les talons Ouais. surélevés, comme Non, mais oui, je vois avec très bien. Sur une une board, slant une stand board board là, ouais. ou peu importe d'ailleurs. Mais du moment que tu as le talon surélevé, tu peux te mettre avec un disque au sol et mettre ton talon sur le disque. C'est comme ça, tu as le pied surélevé. Et tu fais comme si tu faisais Un sisi un enfin, peu. un sisi. Un sisi squat. Ouais, Non, bon, même pas, parce que là, du coup, tu décolles le talon et tu pars ouais, c'est une vrai. jambe, laisse tomber. Là, ouais, ça peut être un test provocatif, c'est Bah sûr. oui. Ça, de toute façon, toutes les douleurs de Non, genoux, si mais. tu fais un sisi unilatéral, laisse tomber, ça te Ouais, démonte. mais des fois, ouais. Le Mais, test et le remède, quoi. je Faut sais faire plus comment il des. s'appelle le test dans la littérature, mais oui, c'est un single Ouais, je leg vois bien. squat, quoi, avec le talon surélevé. Et t'essaies de partir en translation antérieure, enfin, de emmener le tibia vers l'avant, et en regardant le talon contre le support surélevé. Et ça, bah, ça provoque. Hein. Et Mais puis tu t'as pas besoin de descendre comme si tu faisais un pistol squat, tu vois. ouais. Tu fais juste les premiers degrés d'angulation et ça provoque clairement la Après, douleur. sur certains protocoles, c'est juste pour faire un petit parallèle, mais sur certains protocoles, ce mouvement-là, ça fait partie de l'ISO, non, en début de réhabilitation. Beaucoup moins provocatif, évidemment, mais C'est-à-dire. bah, sur le 4 stage, là, process, Hum. la portion ISO, ou l'exercice associé à la portion ISO, ça peut être un espèce de squat sur une jambe sur slant, non?
Il me semble Bah, il me semble qu'il y a des protocoles en un peu vrai, comme ça. bah, ça dépendra des gens, peut-être, je Après, pense, sinon, c'est de mais en vrai, moi, je le l'extension. mettrais pas, hein. Ouais, leg Mais extension. bah, on va parler après là de la pratique, mais sur une tendinopathie patellaire, de toute façon, d'une manière générale, en vrai, je dirais pas que j'ai la même approche pour tous ces trucs-là, mais parce qu'évidemment, il y aura les spécificités à chaque fois, mais c'est vrai que tendinopathie quadricipitale, patellaire, syndrome fémoro-patellaire, en tout cas, c'est trois choses-là qui sont assez courantes. J'aurais tendance à venir charger les quads en iso, mais avec déjà une amplitude de flexion de genou enfin, Faible. ça va dépendre. Tu vois, là, la tendinopathie patellaire, vu que ça va surtout être les premiers degrés de flexion de genou qui vont être limitants, j'aurais tendance à, à peut-être aller en dessous, tu vois, Mm. là où c'est pas provocatif, et éventuellement se rapprocher de l'angle douloureux spécifique petit à petit. Euh, Après, et puis pareil, ne pas avoir trop de dorsiflexion de cheville, tu vois, qui vient compresser la zone. Donc garder un tibia vertical, comme on dit, un négatif shin angle, ou neutral shin angle. Un shin angle, donc un angle de tibia qui est pas positif, quoi, qui va pas vers l'avant. Ça provoque moins. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus. Et du coup, non, je pense que le test de, single leg squat là, avec le plan surélevé, je pense pas que en pratique c'est quelque chose que tu peux. Après, je sais pas, j'ai l'impression de dire ça à chaque podcast, mais à chaque fois j'ai ça en tête. C'est à chaque fois la relation capacité-tolérance, tu vois, sensibilité. Parce que pour une même tendinopathie patellaire, chaque personne aura déjà une capacité différente, déjà de base sur les quadriceps et tout. Et au-delà de ça, même la sensibilité, t'en as qui vont avoir super mal au moindre truc et d'autres qui Mm. arriveront à tolérer des contraintes plus importantes. Donc évidemment, le point de départ pourra différer, mais Ouais, ça reste extrêmement provocatif. Mais c'est sûr que si tu prends un trailer qui fait 80 km par semaine, avec dont 30 en descente, qui doit avoir une capacité de malade, c'est sûr que le point de départ, il va être probablement différent. Après, c'est sûr que sur de l'unilatéral, sur les degrés de flexion provocatifs, c'est sûr que c'est peut-être pas le meilleur point de départ, quoi. Mais et puis après, parce que la flexion du genou c'est une chose, mais en vrai c'est même pas que la flexion du genou, c'est la flexion du genou avec le tibia, la ouais, le tibia vers l'avant, donc avec de la dorsiflexion de cheville et du coup avec vraiment une compression quoi, fémoro-patellaire et surtout bah, du tendon, mais ça va avec quoi dans tous les cas. Euh, donc c'est plus ça, parce que autant tu peux avoir une flexion de genou, mais si tu fais en sorte d'avoir un tibia vertical, typiquement sur des stratégies, moi j'aime beaucoup le split squat en isométrie. ouais, Euh, déjà tu peux pas compenser. Déjà, tu peux pas compenser, tu peux vraiment gérer l'angle de ton genou en termes de flexion, tu peux gérer le tibia, voilà, tu peux vraiment commencer avec une stratégie à un angle que tu arrives à tolérer. Donc là, ça va dépendre, tu vois, sur une tendinopathie quadricipitale, comme on parlait dans l'autre podcast, pour le coup, ça va être provocatif vraiment sur les degrés de flexion importants de genou. Donc là, tu vas peut-être commencer à des degrés de flexion plus superficiels, donc moindres, et petit à petit aller au fur et à mesure que Mm. j'allais dire que tu builds la capacité, que tu reconstruis de la capacité, tu vas aller descendre et aller chercher aussi peut-être plus le genou vers l'avant en dorsiflexion. Bah là, sur la tendinopathie patellaire, on pourrait se dire, tiens, l'angle spécifique, c'est les premiers degrés de flexion de genou. Donc, on pourrait peut-être commencer d'en bas, en flexion importante de genou. Comme ça, on est en dessous l'angle qui est particulièrement Ouais. douloureux et remonter petit à petit. Alors après, plus tu remontes, moins les quadriceps sont impliqués. Donc c'est une autre stratégie. Mais en tout cas, être autour de l'angle qui est douloureux, ça c'est un peu comme ça que je verrais. Et surtout commencer avec un tibia vertical et petit à petit aller chercher de l'angulation, enfin de la dorsiflexion de cheville sur le speed squat. Et après, moi j'aime bien progresser ça vers des variantes évidemment dynamiques. Tu sais, on dit ATG, speed squat, tout ça, mais c'est vrai que c'est pas mal d'aller chercher des variantes unilatérales avec flexion complète de genoux Mm. en dynamique, mais du coup, associer ça à vraiment une dorsiflexion et envoyer vraiment le tibia vers l'avant. Et ça, quand tu arrives à tolérer ça, déjà, tu as bien progressé, je pense. Ça, déjà d'un point de vue pratique. Après, il n'y a pas que ça, bien sûr.
Donc, ouais, non, pour revenir à ce que tu disais, le test, ouais, c'est un. De toute façon, de base, si c'est un test qui est pour voir si c'est positif, tu sais, tu Mm. associes la palpation, tu associes ce test-là, tu associes plein de trucs, et tu t'arrives à savoir qu'il s'agit d'une tendinopathie patellaire. Et du coup, bon, bah, si ça te provoque un 5-6 sur 10 de douleur, Ouais, c'est sûr. tu vas pas faire des séries avec des reps là-dessus. Mais ça peut être bien. En vrai, je trouve des fois les meilleurs tests, c'est les séances. Tu sais, les meilleurs tests, c'est genre vraiment quand tu fais des exos et que ça te permet de te rendre compte vraiment ce que tu arrives à. La séance devient le test et le test, la séance, quoi. Après, ce qui est chiant avec les tendinopathies, bah, tu disais un trailer par exemple qui fait 80 km par semaine, ce sera pas pareil que je sais pas, même un volleyeur, ce qui est différent. Euh, Parce que bah, le trailer, malgré tout, même s'il a ça, il va pas arrêter de faire ses kilomètres, quoi. Donc Après, il y a de la gestion, quoi. Enfin, si tu sais, par exemple, que c'est extrêmement provocatif sur la descente, bah, tu vas tout simplement gérer mieux la descente. Probablement qu'en montée, ça devrait aller. Euh, donc après, après, c'est de la gestion annexe, quoi. est-ce que tu crois qu'il va changer sa technique de course? Non. Non, Pas parce la que, cadence, pas ouais, enfin la fréquence, l'amplitude des foulées, l'appui-pied, non? ouais. Bon, après, moi, je suis pas un grand fan parce que, en plus, si jamais il y a l'effet fatigue, en fait, tu vas retourner sur ton pattern préférentiel, je pense. Pareil, même si tu diminues la cadence ou la fréquence de pas, euh, bah, tu vas quand même avoir une quantité de charge sur le tendon patellaire qui va être énorme. Tu vois. Oui, tu vas peut-être changer, tu vas peut-être diminuer la force que le tendon patellaire doit absorber, mais ça reste quand même extrêmement conséquent. Donc autant gérer plutôt le versant capacité qu'autre chose. Après, tu as aussi le terrain qui va naturellement contraindre aussi peut-être la cadence, le degré de pente qui met aussi. Enfin, en fait tu as plein d'autres choses. Donc autant plutôt avoir une lentille plutôt large et se dire en fait juste j'ai surchargé. Et puis voilà quoi. Essayer de régler ça. Parce que c'est ça, hein, enfin, les trailers, c'est très rare. Enfin, c'est toujours des questions de surcharge. Hein, surtout. Keep it simple. Non, mais Exactement. c'est vrai, hein. De toute façon, plus le temps passe, j'ai l'impression, plus on est sur des trucs simples, tu vois. Gestion, ouais. Bah moi je le vois parce que bah, des fois j'ai des athlètes qui sont enfin, qui sont proches de la blessure ou même des fois un petit peu blessés. Parce que des fois c'est le niveau aussi qui veut ça. Et puis tu peux faire beaucoup sur de la gestion de la charge. Alors forcément il faut avoir une stratégie un peu proactive pour renforcer et puis se dire ok c'est un maillon faible donc faut y passer un peu de temps. Mais des fois c'est ultra simple quoi. C'est juste faut un petit peu mieux gérer quoi. Tu gères un peu mieux, tu réduis peut-être un peu le volume, tu vois ce qui est provocatif et tu essaies d'en sortir et de travailler spécifiquement sur le tissu problématique. Mmh. Ça améliore, Ouais. hein. Après, prendre bien aussi du recul sur la pratique parce que si t'as genre de tendinopathie là, qui sont généralement quand même bien liées à la surcharge, c'est de savoir pourquoi. Parce que la surcharge, c'est le volume multiplié par l'intensité. Une tendinopathie patellaire, ça peut être parce que, enfin, je sais pas, tu fais trop de décélération ou tu cours trop vite en descente. Comme ça peut être une question simplement de volume, quoi. T'en as trop fait. Et des fois, c'est bien de prendre du recul sur la planif et se dire pourquoi j'ai eu mal là. Et puis voir, voilà, essayer de réajuster ça quoi. Donc pas seulement se dire ok il faut que je joue sur la capacité du tendon parce que ça c'est une erreur classique des athlètes d'endurance hein, c'est que ils disent ok j'ai mal du coup bah je fais le renfort, ça ils ont bien compris que ça pouvait être positif, mais ajouter du renfort au-dessus d'un volume hebdomadaire qui est déjà important en fait c'est tu traites le problème avec un nouveau problème et généralement Tu l'aggraves même. tu retournes à la case départ. Ouais c'est les symptômes c'est de pire en pire hein, enfin du coup ouais c'est Bah, j'ai l'impression qu'il y a un peu, d'une manière générale, dans la réhab, tu as un peu deux stratégies. Tu as évidemment les stratégies d'évitement où c'est en mode ah, je suis blessé, j'ai mal, j'arrête. Tu ouais. vois, un peu, il y a un peu de ça où j'arrête tout presque. Et t'as as le casse-cou, la tête brûlée, qui est en mode moi, je continue, je fais tout, je fais mes trucs et tout. Et qui au final peut pas être suffisamment dans ce juste milieu et au final aggraver le truc. Parce que si tu. Oui, c'est évidemment, hein, nous on est carrément pour ça, hein. Encore une fois, on sait bien que si tu. Admettons, là, c'est même pas l'objet, quoi, de se dire j'arrête, tu vois, j'arrête tout, j'ai mal à mon tendon, j'arrête tout. Bon, ça, on fait référence un peu au podcast sur les tendinopathies globales qu'on avait déjà fait. Mais clairement, si tu te mets au repos,
tu vas perdre en raideur tendineuse, tu vas perdre dans le muscle, les qualités musculaires par rapport au muscle qui est associé, en l'occurrence le quadriceps. Tu vas perdre en coordination, en recrutement, en activation. Enfin, tu vas perdre plein de choses qui sont cruciales en termes de performance. Et au final, les tendinopathies, c'est vrai que vu que c'est un problématique de surcharge généralement, Mm. bah, du coup, derrière, tu sous-charges. Donc, tu as plus mal, mais du coup, tu as perdu tes qualités. Et quand tu vas reprendre, bah, tu as encore plus mal. Enfin, ça revient en tout cas. Donc, c'est clairement pas une solution. Mais c'est clair que l'inverse, c'est-à-dire se dire, il y a un problème de volume, d'intensité, il y a un problème de surcharge. Je vais faire mon renfort parce que je sais que c'est important, mais je le fais par-dessus le problème de base. Bah, en fait, ouais, Mm. t'empires juste le truc. Donc, ouais, je pense qu'il faut évidemment adresser le problème de manière spécifique, mais en parallèle, réduire, Ouais, clairement. en tout cas, temporairement, ce qui pose problème. Et puis après, une fois que la capacité du tendon a augmenté, voir, enfin, dans la planif, après, mieux gérer, essayer de reprendre et être attentif aux signes, quoi. Parce qu'encore une fois, Parce que c'est le un, premier risque de blessure, c'est d'avoir déjà. c'est 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 déjà blessé à à l'endroit, cet ouais, endroit-là. Ouais. clairement. Euh, Ouais, on va parler peut-être un Des peu plus de stratégies, pratique. ouais. Bah, tu vois, bon, j'ai anticipé un petit peu, mais ouais, sur le fait que clairement, c'est pas une pathologie où on va avoir besoin d'arrêter le sport. Bah, il y en a très peu au final où tu vas arrêter. Euh, Il faut juste gérer et comprendre en fait ce qui est douloureux et comment. Tu Bah, adaptes, quoi. ouais, ouais. Par exemple, si tu fais du sport co, je pense que tout ce qui va être décélération, bah, enfin, tu peux continuer de courir. Parce que quand tu es dans le pattern de course à pied, en fait, oui, le tendon patellaire va prendre une charge. Mais ce sera pas une charge qui sera aussi intense que sur une décélération. Et tu peux dire, bah, du coup, bah, je vais rallonger mes décélérations au lieu de les faire en 4 secondes, en 4 mètres, tu vois. Je vais les faire en 15 mètres. Et d'ailleurs, ça peut être une variable d'ajustement de l'entraînement, de se dire, ok, bah, si j'arrive à décélérer au maximum sur 4 mètres, 3 mètres, Hmm. ça veut dire que le tendon patellaire, bah, proportionnellement, il prend plus de charge, quoi. Donc, déjà sortir de ça, mais pas arrêter totalement la pratique. Après, bah, tout ce qui va être sur pattern vertical ou force de braquage, forcément, va falloir limiter quand même pas mal. Ou peut-être être juste plus compliant au sol pour essayer peut-être de limiter un peu ça. Mais continuer, ouais, continuer à fond la pratique. Autre exemple aussi, mais si on veut continuer à garder un petit peu de plio, ou en tout cas d'efforts assez spécifiques, on peut continuer probablement tout ce qui va être plio vertical. Hein, par exemple, la corde à sauter, des trucs comme ça. Je pense que Tout ce ce qui va être sera. vraiment en stratégie de cheville, ouais, Ouais, plutôt. ça va être très très peu provocatif. Parce qu'encore une fois, on n'aura pas d'accélération tibiale. Donc ça, c'est vraiment une bonne manière de garder un peu de raideur, un peu de, Des petits pogos, des petits ouais, hops. un peu de coactivation, enfin, agoniste, antagoniste, et puis vraiment garder ouais, cette raideur articulaire. Et ça, ce sera totalement bénéfique. Et puis après, en parallèle, gérer le versant capacité, et puis bah, renforcer ça en salle, quoi. Bah, comme on avait dit, je pense, ouais, sur les autres podcasts, bah, je crois que c'était un peu, un peu tout le temps la même stratégie, je crois. Tendinopathie d'Achille, comme quadricipital, comme bah, là, du coup, ou même le syndrome En fait, à chaque fois, on a toujours cette stratégie où il y a le four stage process, certes, mais on l'envisage tout le temps en mode c'est linéaire, c'est je fais le stage 1, ensuite Mhm. le stage 2, les étapes. Et la dernière étape, c'est pliométrie, retour au sport, pliométrie spécifique liée à l'activité. Mais on peut mettre de la pliométrie dès le début. Moi, je vois. C'est vrai que la phase 1, je la vois vraiment plutôt comme. Dans ma tête, c'est en mode. Je vais adresser les problématiques de mobilité adjacentes qui peuvent poser problème. Parce que là aussi, on disait. Évidemment, tu as une tendinopathie, donc tu as la capacité du tendon qui pose problème. Il y a sans doute un problème de surcharge lié au volume et tout ça à côté. Mais si on essaie de se dire, tiens, peut-être que mon tendon il prend trop de contraintes, donc on va regarder ça, après c'est du bilan, hein, mais on va regarder le membre inférieur dans son ensemble et on va essayer de trouver là où il y a des zones qui peuvent manquer enfin moi je dis ça, la variabilité de mouvement ou de mobilité. Donc j'ai moins d'options de mouvement, ce qui fait que ça va venir se concentrer sur, en l'occurrence sur mon genou. Donc peut-être retrouver des capacités de mouvement ailleurs. Et bah, là, en l'occurrence, quand même, sur une patellaire, on avait dit, vu que le truc provocatif, c'est des angulations de flexion de genoux assez faibles et tout, c'est quand même sur du superficiel.
Ça veut dire que la contribution de la hanche, je sais pas trop si on irait chercher de la mobilité de la hanche là sur une tendinopathie patellaire qui est assez peu sollicitée. Je verrais plus le pied par contre. Le pied, clairement, ouais. Le En pied et plus, la cheville. ouais, j'étais en train d'y penser, mais par exemple, si on sait que le plus provocatif, c'est enfin, de l'accélération tibiale, on sait aussi que le solaire, par exemple, c'est l'un des muscles les plus responsables de cette décélération-là, quoi. Donc s'il y a un maillon faible au niveau du pied et cheville, parce qu'au final, c'est ça, bah, ça peut jouer sur une augmentation de la contrainte au niveau du tendon patellaire, quoi. Donc il faut vraiment voir aussi le côté adjacent pour pouvoir Déjà, traiter ça. ouais, la mobilité pied-cheville, en plus, bah, ça tombe bien, moi je sors un programme là-dessus, mais ça me fait penser que des fois, il y a des personnes qui. euh, Ça existe, hein, c'est pas forcément tout le monde, mais où tu vas être un peu, pas bloqué, mais tu vas avoir une certaine supination du pied, mais que tu vas pas trop réussir à exprimer une bonne pronation, mais tu seras pas forcément limité pour autant en dorsiflexion sur la Mm. cheville au-dessus. Et du coup, le truc, c'est que si ton pied il vient pas s'affaisser en pronation, bah tu perds déjà là-dessus. Il Sur une, absorbe pas, hein. sur une contrainte qui aurait pu être absorbée par le pied et qui aurait pu décharger un petit peu le genou au-dessus, qui du coup compense. Donc là, encore une fois, ça va vraiment être individualisé. Mais en tout cas, moi, quand j'ai déjà eu des. Moi, j'en ai pas eu beaucoup, mais j'ai déjà eu des personnes sur des tendinopathies patellaires en réhab, en réathlé à distance. Et à chaque fois, je regarde. Et c'est vrai que c'est pas seulement, on va pas seulement travailler sur le tendon patellaire, mais je regarde aussi, ah tiens, là on va pouvoir améliorer aussi la mécanique au niveau du pied, de la cheville, tout ça. Et ça aide à décharger. C'est-à-dire Mm. que d'une part, évidemment, on va augmenter la capacité du tendon. On va chercher à diminuer le volume et tout ce qui va être provocatif à côté, qui a probablement contribué à faire émerger la pathologie. Et on va diminuer l'aspect contrainte, j'allais dire, en les répartissant mieux, quoi. Mm. Comme d'habitude, hein, toujours le même schéma. Donc ouais, améliorer un petit peu la mécanique globale. Et même au niveau du genou, les rotations du tibia, tout ça, ça peut être important. Donc moi, je vois ça en fait. Une phase 1, c'est travail de mobilité spécifique à des besoins pour redonner une variabilité. À côté de ça, évidemment, isométrie en priorité, je dirais. Peut Euh, donner des exercices peut-être en Donner les exos, bah, comme je te dis, moi j'aime bien le. Après, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire 50 exos, hein. leg extension déjà. Ah, l'idéal en vrai. Après, c'est vrai que moi j'ai toujours ce filtre où je pense quelque chose que n'importe qui peut faire, parce que le leg extension, au final, il faut quand même avoir le matos, il faut être en Ouais, salle ou après quoi. en overcoming, Mais l'idéal, c'est le leg extension limite. en overcoming avec un élastique, en vrai, tu peux t'en sortir sans matériel, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, après, ce qui compte, c'est la stratégie, c'est ce que tu cherches à induire. Mais, ouais, ou admettons, si tu as un poids, un haltère et que tu te le wrappes autour de la jambe avec un élastique et puis que du coup, tu te mets en bord d'un truc et Ouais, tu peux reproduire un petit peu. Mais l'idéal, ouais, leg extension, parce que là, tu isoles vraiment le quadriceps et du coup, le tendon, tu peux te mettre à une angulation bien spécifique et la tenir en yielding. Être vraiment avoir l'idéal de la surcharge progressive en gérant la charge et aller progressivement vers des amplitudes qui étaient, enfin des angles qui étaient plus provocatifs et progresser à partir de là. Après, tu vas pas évidemment, c'est tissu spécifique, mais c'est pas ça qui va t'aider à rebâtir un petit peu les coordinations et tout qu'on a dans le sport. hmm. Donc ça peut être bien, je pense, oui, en termes d'exo, je verrais bien, pourquoi pas, un leg extension, clairement. Je pense que pour les tendinopathies patellaires, on l'a pas dit d'ailleurs au début, mais jumper's knee, Ouais. souvent on l'appelle le genou du sauteur, du coup. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc, faire ça, pourquoi pas. Mais derrière, réintégrer. Bon, encore une fois, j'aime beaucoup, mais le speed squat ISO, quoi. Ouais. Je pense que c'est bien, ça intègre aussi un peu de coordination. Encore une fois, t'es pas totalement en unilatéral parce que t'as l'autre jambe derrière, mais du coup, t'as cette gestion du genou dans le plan frontal par les Moyen muscles fessier. de la hanche, donc t'as un peu de coordination là-dessus. T'as la coordination entre les quadriceps, les fessiers, un peu le grand inducteur suivant l'angulation de flexion à laquelle tu te trouves. Et après, encore une fois, même sur un speed squat isométrique, tu peux ajouter une flexion plantaire au niveau de la cheville, tu peux te mettre en pointe de Ouais. pied, et éventuellement, ça rajoute un peu de coordination avec le solaire.
Un truc aussi que je verrais bien, un exo du renfort solaire direct. Mm. Ça, bah, je crois qu'il y a Jake Toura qui en parlait pas mal aussi, vu que lui, Jake, il est spé vraiment sur le Ouais. Jumpers Knee. Mais j'ai dû voir passer un où il parlait pas mal de l'importance de renforcer le solaire. Bah là, typiquement, pareil, hein, si t'as le matos en salle, les relevés de mollets en étant assis, je pense que ça peut être pas mal de venir renforcer spécifiquement le solaire. Parce que tu le disais, c'est le principal décélérateur tibial. Mm. Donc Mm. c'est important. Et je crois que à creuser, je sais plus les données exactement, mais je crois que souvent on retrouve des atrophies au niveau du solaire chez les personnes qui ont des tendinopathies patellaires, tu vois. Donc je pense que pour Mm. inverser le Après, c'est pour process. ça aussi que je disais, parce que bah, c'est bien de passer par la case renfo, etc. Mais je pense que garder un fil conducteur pliométrie aussi, tu vois, c'est bien. Sur Oui, pliométrie cheville, parce que enfin, même si t'es pas sur des grosses flexions de genoux, le solaire est super bien recruté. Et du coup, ça permet vraiment de garder de la raideur au niveau solaire, enfin au niveau du tendon d'Achille, et toujours travailler cette capacité-là à décélérer et sortir un peu de l'équation le tendon patellaire, puisqu'on sera sur un pattern, enfin un axe vertical, et du coup, ça décharge quand même super bien. Donc ouais, faut vraiment, mm, comme Alexis le disait, faut pas, faut pas se dire que c'est le four stage process de manière linéaire, c'est aussi intégrer dès le début ce qu'on peut tolérer en pliométrie pour rapidement revenir à la pratique, quoi. ouais, Donc, en vrai, c'est comme ça que je vois le. Moi, quelqu'un qui a une tendinopathie patellaire, je vois ça, c'est comme ça. C'est travail, comme je disais, travail de mobilité spécifique aux besoins, un renfort spécifique du quadriceps, du tendon, leg extension, un peu de split squat isométrique comme on en parlait tout à l'heure, tibia vertical au début, à une angulation et tout, et mm, après on fait progresser les paramètres là-dessus. Et à côté de la plio, comme tu dis, assez verticale, jouer sur les paramètres, peut-être assez compliants avec des semelles, sur un sol assez mou au début. Voilà, enfin vraiment commencer un. Encore une fois, on avait fait un podcast sur la pliométrie avec les paramètres d'intensité, comment. Je ça, crois je qu'il y, pense, il y a c'est 8 ouais, paramètres, c'est hyper important, ouais. comment aller progressivement vers des modalités de plio qui sont de plus en plus intenses. Donc là, on peut toujours prendre chaque curseur et le réduire autant que nécessaire pour quand même faire de la plio et petit à petit augmenter les curseurs pour se rapprocher un petit peu de ce qui posait problème au départ avec la tendinopathie patellaire. Mais du coup, on peut faire dès le début de la réhab, quoi. On peut Mm. faire de la plio. Donc je vois vraiment ça, quoi. Mobilité, renfort spécifique, réintégrer un petit peu le tissu qui pose problème, en l'occurrence quadriceps avec le tendon, dans de la coordination un peu intermusculaire sur un mouvement global. En l'occurrence, speed squat au début ISO et puis après là, avec le temps dynamique. Et de la plio. Ah, je trouve que ça fait une bonne base et que après bah, la mobilité tu continues de travailler dessus. Sur les maillons faibles, ouais. Après tout ce qui est variante isométrique, une fois que tu as bien joué sur le curseur, déjà que tu as ajouté de la charge, que tu as remis du tibia vers l'avant, que tu as mis les angulations spécifiques de flexion de genou, euh, que tu as fait ça, tu peux revenir peut-être sur des variantes plus dynamiques de pareil de speed squat. Après tu peux varier, il y a plein d'exos qui existent, mais Ouais, après, il y a plein de manières de réajuster le dynamique. Moi, je faisais un truc qui était. Enfin, que je trouvais bien, c'était. Pour ceux pour qui ça parle, c'était, tu sais, les impulses là. ouais. Les impulses, c'est Ah, quand. c'est violent. Ouais, non, mais oui, oui, c'est violent. Mais c'est pas encore plio et tu peux gérer aussi l'intention de l'impulse. On essaiera de mettre une photo, mais pour faire extrêmement simple, c'est comme si tu faisais un, un step-up en fait. Donc c'est ouais, un step-up avec une barre sur le dos ou même sans barre pour le coup. Et où tu vas mettre de l'intention sur le moment où tu vas poser le pied sur la boxe. Et en fait, tu vas frapper la boxe quoi, pour monter. Et donc, par définition, là, tu as quand même une contrainte de vitesse. Et c'est contraignant potentiellement, même si c'est sur une phase positive concentrique, c'est quand même contraignant parce que le tendon patellaire, il doit quand même absorber un petit peu le choc. Et c'est une manière de faire la transition des fois entre vraiment le côté provocatif de la pliométrie, en tout cas après, sur la dernière étape, et juste avant le mouvement concentrique excentrique classique comme on l'entend, quoi. Mais là, dès que tu te sens bien avec ça, moi, ça me choquerait pas de commencer à vraiment réintégrer de l'horizontal, de la pliométrie horizontale,
Et puis voilà, après, pas être non plus trop débile sur la pliométrie horizontale, mais faire d'abord du bilatéral sur du sol mou compliant, avec des chaussures qui sont assez épaisses, et puis jouer sur les curseurs pour revenir sur ce qui était le plus provocatif. Donc, Ouais, assez simple finalement. ouais. Assez simple, mais efficace, quoi. Donc, ouais. Pour moi, la base, c'est comme tu dis, voilà, c'est avoir de la plio et être super progressif là-dessus, en augmentant les curseurs. Encore une fois, on fait référence aux paramètres d'intensité dont on a déjà parlé. Et, euh, et ouais, le renfort purement spécifique du quad avec Mm. le tendon. Et à côté, le travail de mobilité spécifique. Là, ça va dépendre. On va pas dire de manière générique, oui, il faut travailler la rotation interne de ceci ou de cela. Ça va D'accord. dépendre des gens. Mais en tout cas, moi, je ferai peut-être un travail sur le pied déjà, ça c'est sûr. La cheville et ouais, un peu les rotations de genoux. J'irai pas chercher la hanche, je pense pas. Mm. Mais c'est comme ça que je ferai, en tout cas. Donc ça fait une base. Et puis après, bah, j'irai le sport à côté parce que comme on disait, ça c'est l'aspect réathlétisation. Mais en parallèle, il y a la pratique du sport, quoi. Évidemment, si t'es un trailer et que tu fais 80 km par semaine, tu vas pas juste faire ta réathlée et ne plus courir à côté. Donc tu vas peut-être réduire le volume. Et là, je pense que l'indicateur, moi je me sers toujours de cet indicateur-là, mais la règle des trois douleurs, encore une fois, on en a déjà parlé plein de fois, mais pas avoir mal plus que 2-3/10 pendant l'effort, ne pas avoir d'augmentation de douleur après la séance et le lendemain. Donc si tu en as un des trois qui s'exprime, c'est qu'il y a eu surcharge. Mais du coup, si on arrive à baisser suffisamment le curseur de la course, enfin, de l'entraînement à côté, et en même temps faire de la réathlée qui va nous améliorer la capacité, tout ça, et que on arrive en plus à gérer ce pilier de la règle des trois douleurs, on est bon. Hein. Normalement, ouais, ça passe. Je pense qu'en vrai, on est bon. On avait quoi? On avait un dernier truc, les erreurs à éviter peut-être. Bref. En Non, vrai, mais ouais, c'est pareil, quoi. bah c'est sûr, les erreurs à éviter. Bah déjà, la règle des trois douleurs, faut la respecter, ça c'est une Faut erreur. respecter. Travailler trop dans la douleur, c'est peut-être, ça risque d'aggraver le truc. Ouais, Donc, moi je retire. Enfin, une erreur, ce serait de stopper tout ce qui est plio, pour moi. Ou même l'activité. ne pas travailler les mollets. Ouais, ouais, ouais. Solaire en vrai, grave important. Après, on n'est pas en train de dire qu'il faut faire un gros travail d'hypertrophie Non, non, c'est sûr, ouais. à l'échec et tout mais renforcer quoi. Avoir, je pense, Enfin, en termes pratiques, j'aurais tendance à me dire, tiens, bah, sachant que déjà à côté avec la course et saut et tout, le solaire est quand même, il prend déjà, tu vois. Ouais. Donc si en plus tu fais un renfort à côté, j'aurais tendance à, je sais pas, commencer peut-être des séries un peu, pas longues, mais des séries de au moins 10-12. Enfin, peut même faire de la plio, il y a plein de choses en fait Mm. possibles. Mais des séries excentriques, concentriques, directes sur le mollet, ça doit pas être vraiment provocatif. Sur le solaire, avec flexion de genou. Et aller progressivement vers des charges plus élevées, vraiment lourdes, quoi. Avec une certaine proximité de l'échec, mais voilà. Pas forcément un gros volume, mais une bonne sollicitation quand même de la zone, histoire de renforcer vraiment spécifiquement le solaire et d'améliorer la décélération du tibia. Ouais, la plio, augmenter petit à petit. Les erreurs à éviter, ouais, bah ça, faut travailler le mollet, quoi, hein, clairement. Ça, c'est un truc qui est oublié parce que forcément, t'as un problème de tendon patellaire, tu te dis, bah oui, on va gérer le quadriceps, tu vois. Mais c'est important de penser au mollet qui est en bas. Puis surtout, la coordination, je dirais, ne pas faire de coordination quadriceps mollet aussi. Ouais. Ça, je pense, la coordination entre les deux est importante. Et Une puis, raison pour laquelle aussi il faut pas arrêter la plio, du coup. bah clairement, Parce que bah, c'est dans la plio, t'as purement, ça, ouais, quoi. c'est purement de la synchronisation et coordination, quoi. Bah rien que quand tu fais de la corde à sauter ou même juste quel que soit le truc, hein, pogo, hop, bound, toutes les formes de plio, au final, bah, tu viens coordonner le. Ouais. Je veux dire, quand tu t'atterris au sol, forcément, tu viens en flexion de genou, tu as les quadriceps, mais en même temps, tu fais une dorsiflexion un petit peu. Puis tu relâches, Donc, ouais. tu viens charger le quadriceps, le solaire, le fessier, toute cette chaîne en co-contraction en même temps. Donc, c'est important de vraiment maintenir ça pour maintenir ses qualités. Et puis, bah, après, l'erreur de base, hein, le repos, quoi. Ouais. C'est bête, mais même si on a mal, il y a forcément des choses à faire. Et à partir du moment où on baisse vraiment tous les autres curseurs, et après, ça va dépendre de la sensibilité aussi.
T'en as peut-être que tu vois, il faudrait des fois faut régresser tellement, genre admettons faire du vélo quoi, je sais pas. Mm. En parallèle aussi pour maintenir, je dirais les qualités cardiovasculaires, tu vois. Si c'est tellement douloureux que tu peux plus faire ta course à pied ou ton activité et si c'est une activité qui nécessite des qualités d'endurance, une certaine qualité d'endurance, et du coup tu peux plus à cause de la douleur, bon tu vas utiliser des modalités que tu vas pouvoir faire et qui vont te permettre de quand même, tu vois, Mm. tu vois ce que je veux dire, genre je pense, t'es d'accord avec ça, Mm. le fait de remplacer éventuellement par du vélo et ça te permet de maintenir aussi Ouais, bah, de toute façon, c'est des stratégies qui, inconsciemment, en fait, en tes tout cas qualités. chez quelqu'un qui est hyper impliqué dans son sport, il va changer enfin, il va trouver un moyen d'essayer de compenser, on va dire, Et puis et après de aussi un limiter les truc dégâts. rien à voir, mais continuer de travailler tout le reste quoi. Ouais. Je veux dire, c'est pas parce que c'est pas parce que tu te fais mal à un endroit que vas-y tu peux plus travailler le reste aussi. Bon après là pour des gens qui sont hyper impliqués dans leur sport ça paraît évident, mais il y a peut-être des personnes parce que forcément quand tu te blesses ou que t'as mal ça te démotive aussi. Mais tu peux toujours faire le haut du corps et tout à côté. En vérité tu peux continuer de tout faire. Donc voilà un petit peu pour les erreurs. Je pense si on récapitulait un petit peu, comme je disais, en termes vraiment purement pratiques, un travail de mobilité spécifique, ça peut être pied, cheville, genou. Moi, c'est comme ça que je verrais. En fait, en termes, si on donnait vraiment un template, c'est comme ça que j'imagine le truc. Une séance, échauffement. Bah, moi, l'échauffement classique, hein, avec des rotations articulaires contrôlées, tout ça. J'échauffe la zone. Travail de mobilité spécifique. Là, encore une fois, ça va dépendre. Je peux pas donner des exos précis, mais ça va dépendre des besoins. Mais pied, pronation, supination, travail sur la cheville, plus ou moins dorsiflexion. Genou, travail de rotation interne-externe, tout ça. Et après, je verrais bien un exo de leg extension en unilatéral à une angulation spécifique et éventuellement après aller revenir chercher du dynamique. Je verrais un speed squat. Mm. Euh, un speed squat, pareil, avec un certain angle de tibia, de flexion de genou à faire évoluer avec le temps. Rajouter peut-être après un talon surélevé pour intégrer le solaire. Un travail qui sollicite directement le solaire. Et avant ça, avant le leg extension, avant tout ça, qui est, on va dire, la partie renfo, je mettrais la plio. Tu vois. Je sais pas toi comment tu vois le truc, mais moi je verrais bien échauffement, mobilité, plio tant que t'es encore frais. Tu vois. Ouais. T'es encore frais, donc tu plio. Et après, on fait sur le renfo où là, on va aller chercher peut-être un peu plus des efforts importants avec proximité de l'échec. Tu vois, je ferai pas trop la Ouais. plio après. Non, 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 je pense que c'est bien parce que bah, si tu rajoutes la plio sur fatigue, etc., c'est peut-être pas le top. Mais là, vu que la plio, elle sera quand même volume bas, tu vas pas trop influencer le reste et je pense que tu vas pas trop élever les symptômes non plus. Donc, ouais, non, non, je pense que c'est un bon ordre. Voilà. Là, je pense qu'on donne vraiment les gemmes. Mhm. L'organisation, moi, c'est comme ça que je verrais le truc. Après, il faut jouer sur les paramètres pour que ce soit tolérable. Et encore une fois, le critère, la règle des trois douleurs. Et puis progresser à partir de là. Et puis en vrai, s'en débarrasse, hein. Mhm. La tendinopathie patellaire. Donc je pense on a un peu tout dit. On a essayé de se concentrer un petit peu plus dans cet épisode-là et on le fera à l'avenir aussi sur les aspects pratiques. Passer un petit peu plus rapidement sur la théorie et de vraiment donner comment on voit la pratique. Je sais pas ce qu'on fera la prochaine fois comme pathologie. En tout cas, on se retrouve dans le prochain podcast où on va refaire la suite de notre série sur l'analyse de sport. Donc n'hésite pas à nous mettre un petit commentaire, un like, t'abonner et tout si c'est pas fait. Ça aide toujours, ça fait plaisir. Et si tu nous as écouté jusque-là, et puis on se retrouve dans le prochain podcast. Salut.